L'évolution du tourisme, alors c'est très intéressant parce que avec justement la période Covid, il y a eu un besoin de digitalisation incroyable des agences de voyage, la plupart des agences de voyage, et elles ont accéléré le mouvement pour se digitaliser, pour être joignables à distance, puisque les gens ne sortaient plus de chez eux. Et du coup, ça leur a fait du bien dans la digitalisation, mais elles ont perdu énormément en termes de services. Et aujourd'hui, ce que disent les professionnels du tourisme, c'est qu'il faut absolument garder le niveau de digitalisation, mais augmenter le niveau de service. Et c'est quoi le niveau de service? C'est plus la personnalisation, c'est l'individualisation par rapport aux besoins du client. Et il y a une différence entre les deux. C'est que personnaliser, c'est dire, OK, vous voulez aller à tel endroit, on va vous préparer, on va vous réserver tel hôtel et tel restaurant. Et machin. L'individualisation, ça va plus loin. Ça va être l'organisation dans le détail par rapport aux aspirations, aux besoins, aux envies de découverte, aux envies d'expérience qui sont une grosse tendance dans le voyage. Et quand on regarde MW Airlife et quand on regarde Travel Advantage, on se dit mais finalement nous on est quasiment natifs dans la digitalisation. Donc on est déjà très haut en termes de digitalisation et on a mis toute notre différence par rapport aux autres en faisant un service client qui soit avec 60 agents, qui soit joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour vraiment être là. Donc on a une longueur d'avance incroyable, justement par rapport aujourd'hui à ce que le marché est en train d'attendre. Mais il ne faut pas se laisser avoir, parce que l'évolution, elle va passer par l'intelligence artificielle. Il y a déjà, pour le moment, c'est encore balbutiant, mais si on veut garder notre avance, il faut que nous aussi, on intègre l'intelligence artificielle dans notre modèle économique, tant pour nos distributeurs, nos mandataires, que pour le Travel Advantage et du côté des voyages. Donc il y a des opportunités incroyables. Hein. Et en termes de chiffre d'affaires, l'industrie du tourisme, elle est remontée quasiment au niveau de 2019, donc avant le Covid. Donc les perspectives, elles sont immenses. Et pour nous en particulier. Le chiffre d'affaires avant le Covid, c'était grosso modo 8 000 milliards de dollars de contribution au PIB mondial. L'industrie du tourisme contribuait à cette hauteur-là. Et avec le Covid, il y a eu à peu près 4 000 milliards qui ont été engloutis parce que les gens ne voyageaient plus. Et il y a une reprise incroyable, ce qui fait qu'en 2023, les tendances, ce serait d'être à 9,9 à 9 900 milliards en 2023, c'est-à-dire plus haut que ce qu'on était avant. Et avec des perspectives jusqu'en 2027 qui vont avec, en gros, en moyenne, 4 à 5% de croissance par an. Alors, c'est une agence de voyage en ligne. Donc, pour se positionner par rapport aux agences de voyage traditionnelles, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'une agence de voyage traditionnelle, c'est une entreprise, en général de petite taille, avec peu de salariés à l'intérieur, et dans laquelle le fondateur a mis peut-être sa maison en hypothèque pour pouvoir payer la contre-garantie, la garantie financière. Donc c'est des entrepreneurs dans l'âme qui ont pris un risque énorme et qui doivent absolument réussir à rebondir sur le marché. Là où ils sont forts, c'est dans le contact humain, parce que ça va être de plus en plus important pour les voyageurs de dépasser l'intelligence artificielle, le digital, la connexion à distance, pour avoir un contact humain. Et le contact humain, il est compliqué pour les agences aujourd'hui, parce que c'est à la fois leur force, mais elles ont été obligées de passer à la digitalisation, et en même temps, il faut qu'elles renforcent leurs services, mais ça veut dire qu'il faut être disponible en astreinte tout le temps. Donc c'est un métier très très compliqué d'être agent de voyage, et qui est vraiment respectable jusqu'au bout. Les agences de voyage en ligne, elles ont l'avantage d'être plus dans le mouvement de la digitalisation. Et pour qu'elles puissent continuer, elles ont le vent en poupe, parce que Internet continue à augmenter, le e-commerce continue à augmenter. En 2027, les statistiques, les prévisions envisagent que 75% des personnes réserveront leur voyage par Internet. Ça ne veut pas dire qu'elles iront seulement sur des plateformes libres d'utilisation. Ça veut dire aussi qu'elles iront avec leur agence de voyage, mais via Internet. Donc il y a un vrai challenge pour les agences de voyage. Les salons, ça nous apporte, nous, à la fois une dominante professionnelle, c'est-à-dire que ça nous permet de constater les évolutions qu'il y a sur le marché, les nouveaux intervenants internationaux. Aujourd'hui, il y a des migrations fortes qui se font
dans le domaine du tourisme. Et c'est essentiel hein, parce que la satisfaction du client, elle est un peu en berne dans l'industrie en général. C'est-à-dire qu'en particulier, les médiateurs, donc ceux qui sont censés, enfin qui ne sont pas censés, qui vont gérer un conflit entre un client et un opérateur de tourisme, eux, les médiateurs disent on a de plus en plus de médiation à faire, on a une augmentation, ce qui veut dire qu'on a aussi une augmentation du nombre de clients à satisfaire. Et donc il y a un vrai challenge à faire. Et là encore, la force de Travel Advantage, c'est depuis 7 ans, on a 0 procès, on a 0 attaque de nos clients parce qu'on a un service support qui est capable de répondre H24, 7 jours sur 7, à toutes les attentes des clients et on résout absolument tous les problèmes. Et ça, c'est absolument fondamental. Et ce que j'ai vu dans le dernier salon du tourisme, c'est qu'il n'y en a pas énormément qui ont cette capacité qu'on a d'intégrer différentes plateformes de services pour proposer un package de services très large auprès du client pour lui permettre de trouver le meilleur au meilleur prix, mais en cherchant lui-même. Et on a encore, nous aussi, des perspectives d'évolution qui sont incroyables. Et on a des services à rajouter. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'économie verte, du tourisme éco-responsable. Et ça veut dire que peut-être qu'il faut qu'on privilégie davantage les transports ferroviaires, les transports partagés en bus, plutôt que les avions. Mais c'est une orientation de fond, ça aussi, être éco-responsable. Il y a une autre orientation qui est voyager localement, faire plus souvent des petits voyages plus localement. Donc voilà, tout ça, nous, on y répond. Donc vraiment, on a des perspectives d'évolution qui sont incroyables. Peu font le nécessaire pour être réglementés. Je dirais qu'il n'y a pas parmi nos concurrents, aucun d'entre eux n'est dans les cadres légaux. Quels sont ces cadres légaux ? Les cadres légaux, il s'agit d'avoir une garantie, d'avoir un enregistrement en Europe, alors dans un des pays d'Europe, d'avoir une garantie financière et une responsabilité civile professionnelle. C'est les conditions minimum essentielles et nécessaires pour protéger le consommateur et être légitime à opérer dans le domaine du tourisme. Et c'est important de protéger le consommateur parce qu'on a besoin de lui apporter cette garantie. Même si dans notre modèle, nous, on sécurise énormément les choses parce que quand un consommateur, quand un membre va commander un voyage, s'il commande une chambre d'hôtel, nous on a payé le grossiste a payé l'hôtel, tout est bouclé dès le début. Donc toute la prestation est faite. Ensuite, le problème serait si on n'était pas capable de ramener les clients. Et là, c'est notre garantie qui fonctionne. Mais en général, enfin, jusqu'à présent, on n'a jamais eu ce cas de figure-là. Les cas de figure qui se produisent, c'est quand une agence va mettre la clé sous la porte, laisse ses clients éparpillés partout dans le monde et n'est pas capable d'assurer leur retour dans de bonnes conditions, auquel cas le garant financier va faire la prestation de finir le voyage ou rapatrier les personnes au besoin. Donc ça, c'est les conditions essentielles et dans les concurrents qu'on a, moi, j'en connais pas qui est la garantie financière et la RCP. J'en connais même qu'un seul qui ait fait l'effort, soi-disant, mais je n'ai pas trouvé la réalité de ça, d'être enregistré dans un pays d'Europe. Mais moi, je n'ai pas trouvé son enregistrement. Mais il dit qu'il l'est. Mais derrière, il y a encore beaucoup de démarches à faire. C'est un parcours du combattant. Tout le monde est d'accord pour le dire. Ça prend plusieurs années, c'est compliqué. Pendant la pandémie, ça a été héroïque pour nous de trouver la garantie financière en pleine pandémie. Il n'y avait même plus un seul garant financier, une seule société d'assurance qui prenait les contrats pour faire des garanties financières. Donc il y avait d'un côté la loi qui disait vous devez avoir une garantie financière et de l'autre côté les assureurs qui disaient nous on ne veut pas prendre de risque, on ne va pas la donner. Et on a réussi à se mettre en place, à trouver le moyen d'avoir la garantie financière et la RCP.